Et voilà, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire. On est ravis de vous retrouver enfin. Claude, bienvenue à tous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Je vais vous retrouver tout à l'heure pour vous présenter nos experts et vous rappeler le thème du jour, évidemment. Mais je repasse 3 secondes le micro à Frédéric pour des informations un petit peu techniques. Voilà, avec plaisir, vous êtes bien connectés avec nous. Si vous avez des problèmes d'image ou de son, vous vous reconnectez sur Google Chrome, vous prenez le lien qui vous a été envoyé il y a quelques minutes et vous le collez sur Google Chrome. Vous aurez une meilleure qualité de bande passante. Vous avez à votre droite le chat qui vous permettra de communiquer avec nous. Je me ferai un plaisir de transmettre les questions à nos experts. Voilà. Et bon webinaire à tous. Donc, je vais vous présenter notre plateforme. Je vous rappelle auparavant le thème du jour pour que vous prépariez votre question. C'est Monkeypox dans tous ses états. Évidemment, tout ce que vous avez envie de savoir, nos experts sont là pour vous répondre. Donc, bienvenue, chères expertes. Catherine Simonin. Catherine est administratrice de France Asso Santé. Elle est par ailleurs membre de la Ligue contre le cancer et elle est membre d'un groupe interdisciplinaire au ministère de la Santé qui travaille et qui suit l'épidémie monkeypox. Donc, Catherine nous fera partager tout ce qui se dit dans ce groupe en particulier. Ensuite, les messieurs, je vais prendre l'ordre alphabétique, comme ça la préséance, elle est toute faite. Franck Barbier. Franck, un petit signe pour dire lequel de vous trois est Franck, quatre est Franck. Voilà, merci Franck. Franck est responsable parcours et programme et plaidoyer aussi, je crois, Franck, dans l'association AIDE, et bien entendu suit de très près cette épidémie. Stéphane Marot. Stéphane, vous êtes médecin, virologue et rattaché à l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. C'est bien ça. Et Gilles, alors professeur Gilles Pialou. Gilles, vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Thonon et par ailleurs à Sorbonne Université, je pense, en unité de recherche. Oui, c'est ça. Alors, oui, Gilles, comme professeur d'infectiologie. Ouais. Professeur d'infectiologie. Alors, vous avez écrit, je cite tout de suite vos ouvrages, mais tout à l'heure, on mettra la photo. Carnet de bord partant de coronavirus. Nous n'étions pas prêts aux éditions JC Lattès. Et puis, par ailleurs, vous avez écrit comment légiférer la sécurité technique de cette plateforme, mais aussi de transmettre, de trier les questions, de les regrouper et de nous les transmettre. Nous avons aussi Natacha Ancry qui nous accompagne, mais qui est derrière le rideau, si j'ose dire, et notre président Gérard Raymond qui vous salue tous, qui est président de France Asso Santé. Moi-même, j'en suis vice-présidente. Donc, préparez vos questions, commencez à envoyer les questions et nous ne les suivons pas. C'est Frédéric qui est chargé de le faire parce qu'il faut rester concentré sur notre déroulé. Alors, pour débuter, je vais vous poser une première question le temps que vous-même vous manifestiez les vôtres. Alors, où en sommes-nous, chers expertes et experts, où en sommes-nous de cette épidémie? On entend dire qu'on serait en recul. Est-ce qu'on peut crier victoire, puisqu'il semblerait que la courbe fléchit? Qui est-ce qui répond en premier? Gilles? Oui, je veux bien. Oui, alors déjà, on a l'occasion, notamment à Franck Barbier, avec Barbier, d'être dans les Zooms de la DGS et même du ministre, puisque le ministre s'est saisi de cette question-là. Et il y a un mot qui est dans la bouche du ministre, qui est l'humilité, et dans la bouche de Santé publique France, qui est de se méfier de ce qu'on voit comme une accalmie. Donc vous avez raison de dire que le pic qu'on a vu et qu'on a observé sur le terrain, disons en juillet, je pourrais montrer des courbes, et effectivement dans une zone de décroissance, sans qu'on sache très bien l'interpréter. Est-ce que c'est parce que les gens se font moins diagnostiquer, en tout cas moins prélevés et qu'il y a moins de diagnostics? C'est une hypothèse. Est-ce que les périodes de contamination estivales avec une grande dominance, 60%, en Île-de-France, et pour être très clair, c'est 96% d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, et sur ces cas, il y avait 90 femmes, c'est-à-dire 2,3% de femmes, avec un pourcentage là aussi qui est compliqué à interpréter, mais qui a été en augmentation de semaine en semaine, puisque il était autour de 5,5% à la semaine 35. 9 enfants de moins de 15 ans ont été déclarés comme cas confirmés. C'est là où on en est. Et au niveau mondial, on a dépassé les 50 000 cas
sur à peu près les 101 États membres de l'OMS. Franck, vous voulez la parole? Oui, pour compléter les informations données par Gilles Pialou. Alors, dans cette réunion qu'on a eue avec François Braun il y a quelques jours, est intervenu également le directeur de la NRS, Yazdan Pana, et pour donner un certain nombre d'explications à cette décrue peut-être momentanée. Pour l'instant, voilà, c'est le reflux de l'incidence. Est-ce que c'est un plateau? Est-ce que c'est une vraie décrue? Ça peut très bien repartir, et comme l'a dit Gilles, les pouvoirs publics considèrent qu'il faut rester mobilisés. Ce n'est pas la fin de l'épidémie. Alors les explications, c'est il y a un certain nombre de gens qui sont vaccinés, 95 000 aujourd'hui. C'est une épidémie très concentrée, donc au bout d'un moment, on a un certain nombre de gens immunisés, donc qui font barrière à la transmission de l'infection. Il y a eu ces infections alors biologiques. Gilles parlait de 4000. Il y a quand même beaucoup de diagnostics qui sont faits de manière clinique, et puis il y a des personnes qui ont quelques boutons, qui ne vont pas voir un médecin, et voire même il y a aussi 6% d'asymptomatiques, donc des gens qui passent à travers complètement les mailles du filet. Mais enfin, ça fait des gens immunisés, donc faut les rajouter aux 95 000. Et puis il y a eu aussi au-delà de la vaccination, la RDR, la réduction des risques, la diminution du nombre de partenaires chez un certain nombre de gens, même si c'est pas chez tout le monde, l'immunisation par l'infection ou par la vaccination peuvent expliquer ce recul. Il est constaté dans la plupart des pays européens, à part un pays dont je n'ai pas le nom, je pourrais pas vous dire lequel c'est, mais c'est un phénomène assez répandu en Europe. C'est la perception que l'on en a. Catherine, tu voulais prendre la parole? Oui, merci Claude. Donc oui, la vaccination, on a été très très bon au début en France parce qu'on avait des vaccins. Et donc effectivement, ça a ralenti peut-être l'épidémie. Je fais partie aussi du groupe de travail avec le ministre et je suis très attentive à la prévention. Justement pour que cette épidémie ne sorte pas, enfin soit contenue et ne diffuse pas. On est très prudent au niveau de ce virus parce qu'on ne le connaît pas. Ce n'est pas un virus, c'est un nouveau virus. Il y a un réservoir aussi animal et je souscris à ce qui a été dit. Les cas répertoriés par Santé publique France sont des cas qui sont confirmés biologiquement. Or, là, on va le voir avec Gilles Pialou tout à l'heure, le schéma clinique, les signes cliniques sont tellement évocateurs de la maladie que certains ne sont plus testés aujourd'hui. Donc, il y a le nombre de cas, à mon avis, ne correspond pas à la réalité. Et ensuite, il y a l'entourage des personnes contaminées qui peut également se contaminer, puis en allant au travail, contaminer d'autres personnes. Donc, il faut rester très, très prudent et appliquer des mesures de prévention. Il y a aussi une stratégie de la part de nos collègues infectiologues de plus nous envoyer systématiquement les patients qui avaient des signes cliniques qui étaient presque quasiment pathognomoniques, et ils nous envoyaient que les suspicions de doute. Donc on se retrouvait avec une forte diminution aussi du taux de positivité des tests PCR. Donc oui, il y a bien une diminution. Par contre, je pense qu'il aussi un peu pour rebondir sur les risques de transmission. Comme ça, on peut avoir l'impression que c'est une maladie qui est hautement transmissible, mais finalement, elle nécessite quand même pour la transmission des contacts qui vont être assez rapprochés et assez prolongés. Donc, je pense qu'entre collègues de travail qui partagent pas forcément le même bureau, on peut quand même s'estimer moins à risque que d'autres personnes avec des rapports plus intimes. D'accord. Fred? Oui, de l'accessibilité des tests. Où se Première trouvent les question tests du public, voilà. L'accessibilité des tests. Où ça se trouve? Est-ce qu'on demande aux médecins, aux pharmaciens? C'est aussi facile que désormais le Covid? Alors non, c'est pas aussi facile que pour le Covid, puisque du coup la plupart des tests sont réalisés soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans certains laboratoires d'analyse privés, mais qui ont été sélectionnés, et du coup le prélèvement va plutôt avoir lieu donc soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit au sein de ces laboratoires. Il n'y a pas une liste très officielle au niveau national, donc je pense que si une personne veut se faire tester, je l'invite à aller sur le site de l'Agence régionale de santé de la région à laquelle il va dépendre, où normalement il doit apparaître à un endroit les centres qui réalisent le prélèvement et aussi le diagnostic. Quels sont ces tests? Ce sont des tests PCR seulement, ou c'est des tests spécifiques, plus spécifiques? Alors, le test PCR est le plus spécifique. C'est-à-dire que ce virus, le monkeypox, a été classé en France, en tout cas, il n'est pas aux États-Unis, a été classé au plus haut niveau de transmissibilité, ce qu'on appelle MOT,
c'est-à-dire micro-organismes hautement transmissibles, ce qui en déduit toute une cascade de complexité, notamment l'utilisation de laboratoires au début de référence, après de laboratoire niveau 3, enfin, qui fait que c'est beaucoup, pour répondre à la question, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un test du Covid, premièrement. Et deuxièmement, ça a bridé un certain nombre de diagnostics. Et ça, on parlait de perte de chance. Au début, quand vous aviez le monkeypox, vous étiez transféré dans les centres de référence, donc comme dans le Covid au début, c'est-à-dire pour Paris, c'était Bichat et la Pitié-Salpêtrière, où il y avait les laboratoires attenants de référence. Et puis, normalement, enfin, c'est une discussion, mais vous êtes censé pas faire de prélèvement en même temps pour les autres infections sexuellement transmissibles du fait de ce classement MOT. Donc, voilà, c'est une discussion et beaucoup, Yazdan Pana a été cité tout à l'heure par France, le patron de l'ANRS, fait partie de ceux, et j'en suis, qui ont souhaité le déclassement, puisqu'en fait, ce virus se retrouve au milieu des fièvres hémorragiques, de la peste, des tuberculoses multirésistantes, alors que si on en discutera, mais c'est un virus qui globalement est bénin, on a 3 décès en Europe, 0 en France, même si en Afrique, la mortalité était autour de 3 et 10% dans les épidémies. Mais en tout cas, on est dans une maladie bénigne, mais on est dans un classement hautement transmissible et avec beaucoup de secrets défense qui compliquent la prise en charge. Franck, est-ce qu'effectivement les patients ont des difficultés pour accéder aux tests? Qu'est-ce qui vous remonte, vous, dans l'association? Alors aujourd'hui, c'est pas tellement la question des tests, puisque il y a quand même, c'est des choses assez différentes, enfin bon, les médecins en parleront, mais des ulcérations génito-anales ou des boutons dans la zone d'inoculation, donc du bassin, parce que c'est souvent dans le rapport sexuel ou des sortes d'angines très fortes. Donc nous, c'est pas tellement ça, c'est plutôt voilà. Et puis les infectiologues assez rapidement ont su faire un diagnostic clinique à l'œil, j'ai envie de dire à l'examen. C'est pas tellement la question des tests, hein, c'est plutôt la question de l'accès à la vaccination ou de l'accès aux médicaments antidouleurs, parce que même si la maladie est bénigne du point de vue du décès, on a quand même des gens qui ont atrocement souffert. C'est pour ça qu'on a pu obtenir cet été que les pouvoirs publics recommandent l'utilisation dans certains cas de tramadol ou de morphinique, qui sont quand même des médicaments utilisés dans le cas de douleurs très intenses, parce que sinon c'était au paracétamol et ça ne permettait pas à des personnes. Voilà. C'était plutôt ça nos demandes, nous, que sur les tests, puisque le diagnostic est bien fait malgré tout, même lorsqu'il est que clinique, entre guillemets. Le seul problème, je ne sais pas ce qu'en pensent les médecins, mais c'est que quand le test biologique permet quand même plus de suivi dans la recherche, etc. Donc on perd quand même des informations par le diagnostic uniquement clinique. Catherine, tu veux rajouter quelque chose sur ton expérience associative? Oui, par rapport à l'accès au test, c'est pas tellement le test. Je pense qu'aujourd'hui, au début, oui. Au début, le test des autres maladies sexuellement transmissibles, bien sûr, mais pas du monkeypox. Donc, on reviendra à la protection tout à l'heure. Un comportement à mettre en œuvre pour le public. Gilles, oui, je voulais juste préciser sur les asymptomatiques, on apprend en marchant. Donc là, on fait référence à 2 études, une en Belgique et une au Cégide de Bichat. Donc oui, effectivement, il y a probablement des gens asymptomatiques, ça a été prouvé, mais par exemple, on ne sait pas s'ils ont un rôle dans la transmissibilité du virus. Pour l'instant, on n'a pas cette information-là. Et effectivement, comme le disait Catherine Simonin très justement, c'est très compliqué en médecine de ville parce que nous, à l'hôpital, on voit les tableaux évidemment les plus sévères, mais il y a une personne sur 10 qui a probablement une seule lésion. Et comme vous le savez, les médecins déshabillent plus, à part les dermatologues, déshabillent plus les gens. Donc, il y a quand même une difficulté et probablement un sous-diagnostic pour les formes qui ont peu de manifestations. Je sais que vous nous avez préparé 2 ou 3 diapos, Gilles. Sur les symptômes, vous avez quelque chose? Stéphane voulait intervenir, excusez-moi. Stéphane. Oui, je voulais intervenir sur la notion des personnes asymptomatiques, notamment sur les 2 études, puisque il y a quand même une question de potentiellement que les patients asymptomatiques peuvent être infectieux, et notamment sur l'étude réalisée en Belgique, puisque le virus a pu être remis en culture. Donc, du coup, il existait des particules virales infectieuses dans les écouvillons anorectaux. Et aussi, les patients ont séroconverti de manière prouvée. Donc, il y a bien eu une réplication du virus chez ces patients-là. La question se pose un peu plus à l'hôpital Bichat, où là, on a détecté du... Une autre question? Non, il y avait peut-être la présentation de professeur Pialou, si vous vouliez.
Non, mais c'était s'il y avait besoin de voir des images. Hein, et je crois que j'ai pas la main sur les images. C'est vous qui les avez, c'est vous qui les Non, avez. Justement, je me demandais si vous aviez des images. Oui, j'en ai envoyé à Frédéric. Voilà, c'est là. Enfin, c'est les images qu'on a préparées avec Stéphane, on peut aller très très vite. Hein. Vous avez... On a le... Oui, juste en dessous de nos images, vous avez le next. Oui, vous pouvez y aller. Oui, donc ça, c'est nos liens d'intérêt. Donc, je n'ai aucun lien d'intérêt. Oui. D'accord, ils sont déclarés sur le... Oui, tout à fait, ils sont déclarés sur les sites. Oui, je voulais... sur le... Excusez-moi, du coup, j'avais mis beaucoup de diapos, mais comme on vient de le faire, je vais passer, ça va aller très vite. Le virus, c'est sa classification, on l'a déjà dit. Je suis désolé, j'aurais dû faire plus court. Oui, je voulais revenir sur la mortalité parce que c'est une vraie question. C'est vrai qu'on a une épidémie tout à fait nouvelle, avec une maladie nouvelle, il faut le dire, par rapport à ce qui a été connu des deux souches Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. On n'est pas du tout dans la même maladie. On va le voir cliniquement. Elle est beaucoup plus complexe. Mais c'est vrai que c'est difficile de comparer les chiffres de mortalité parce que les 3 à 10% qui ont été observés dans les épidémies, notamment en Centrafrique, mais pas seulement, au Nigeria aussi, on est d'abord, on est dans un contexte sanitaire différent. Et puisqu'on est devant des associations d'usagers et de patients, il y a un focus sur les personnes les plus vulnérables et dans lesquelles figurent les immunodéprimés, notamment VIH pour l'Afrique, mais pas seulement, les femmes enceintes et les enfants. Et c'est là où on retrouve une surmortalité qu'on ne retrouve pas dans la population majoritairement d'hommes de la trentaine ou de la quarantaine HSH, comme on le voit en Europe. Donc ça, c'est un point sur lequel on voulait revenir avec Stéphane, parce qu'on a préparé ça ensemble. Alors sur la clinique, on va y venir. Ça, on l'a déjà vu. Je suis désolé. Oui, sur la clinique, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est une maladie qui nous a été présentée et personne ne connaissait, comme l'a dit Franck, hein, dans le livre de maladies infectieuses qui fait 750 pages, monkeypox occupe un quart de page. Donc tout le monde est parti de zéro, si je puis dire. Et surtout, c'est focalisé sur cette lésion qui ressemble un peu à la varicelle, une lésion de varicelle. C'est une vésicule, quoi. Ça peut correspondre à plein d'autres maladies et il y a un diagnostic différentiel. J'étais hier avec la CPTS, les médecins généralistes du 20e, ils voient des lésions qui peuvent être des varicelles, qui peuvent être d'autres pathologies transmissibles, qui donnent ces lésions vésiculeuses qui ressemblent effectivement à la variole. Et tout le début de même le centre de contrôle des maladies infectieuses a privilégié cette lésion-là. Et puis très vite, on s'est aperçu sur le terrain que c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'on avait un certain nombre de manifestations qui étaient différentes. Notamment des lésions ulcéreuses. C'est un papier européen dans lequel il y a Pitié Salpêtrière, avec des lésions qui durent bien au-delà de 28e jour. Et ce qu'a dit Franck aussi, qui est important, c'est qu'il y a à la fois une répercussion sociale, hein, parce que ces gens sont en arrêt de travail, en arrêt d'activité pendant 21 et parfois plus, le temps qu'il n'y ait plus de lésions, et des lésions muqueuses qu'on n'avait pas décrites à ma connaissance dans les épidémies précédentes. Quand je dis muqueuse, là on est sur la peau, mais c'est toutes les muqueuses. Et nous, on a vu des trucs qu'on a vraiment halluciné parce qu'on voyait à la fois des lésions, des angines, des lésions de la gorge, des lésions du nez, des lésions de l'oreille qui ne sont pas considérées comme des organes sexuels. Je parle évidemment des oreilles. Et donc, des atteintes, et bien sûr, des atteintes, alors excusez-moi pour les images parce que ça soit un peu plus saisissant, mais évidemment des atteintes des muqueuses anales très importantes et qui peuvent ressembler à une autre IST, parce que moi je trouve que c'est une IST, on joue un peu sur les mots, et qui sont très très inflammatoires. Et le premier facteur d'inflammation, le premier facteur d'hospitalisation, c'est effectivement la douleur ou la surinfection. Et il y a aussi un certain nombre de complications. Il y a eu une étude qui a été faite par le COREP sur les facteurs d'hospitalisation, où là, on retrouve des lésions un peu plus rares et un peu plus compliquées, non décrites avant, des kératites, des myocardites, des tableaux d'encéphalite, et un certain nombre de choses, des panaries, des choses qui nécessitent des hospitalisations. Mais les hospitalisations, c'est 2,8% des cas en France, donc 3%, enfin environ 3% des cas en France. Je crois que c'est à peu près tout sur les images. Donc, c'est une autre maladie que ce qu'on nous a décrit. Il y a effectivement le fait qu'il y a une seule lésion. Et puis, on a vu des lésions très banales, c'est-à-dire l'exanthème. L'exanthème, ça correspond à plein de maladies adultes et infantiles, donc c'est très difficile de diagnostiquer en ville s'il y a seulement l'exanthème. L'exanthème, c'est en fait un coup de soleil, hein, pour faire très clair. Et bien sûr, il faut rechercher d'autres lésions vésiceuses. Et les formes graves, comme je l'ai dit, d'hospitaliser, c'est 3 à 5%.
Et dernière diapositive peut-être, pour cette expérience de Tenon, vous voyez des lésions vraiment qui n'ont rien à voir avec ce qu'on nous a décrit au début. Des Panari, là c'est quelqu'un qui a été opéré à la piquette salpêtrière. Et je finis parce que je ne veux pas prendre trop de temps avec donc ces lésions cutanées qui sont assez troublantes. Voilà. C'est impressionnant. C'est impressionnant, oui, mais là, il y a deux maladies mélangées, il y a la syphilis et le monkeypox, mais il faut retenir que c'est une maladie plus compliquée qu'on ne l'a dit, qu'il faut savoir chercher, qu'il faut savoir examiner les patients, et que ce n'est pas forcément le patient lui-même qui s'aperçoit d'une lésion vésiculeuse ou qui banalise une lésion vésiculeuse. C'est important ce que vous dites, on va y revenir dessus, mais Franck veut prendre la parole. Franck ? Oui, juste pour dire un mot, alors même si on est encore un peu dans l'incertitude, sur un point de plaidoyer qu'on a avec d'autres associations, ACT UP ou d'autres, c'est sur d'éventuels symptômes longs. Alors on a parlé, on a découvert et on en parle encore du Covid long. Et il y a quand même un certain nombre de personnes qui gardent des séquelles ou en tout cas des symptômes longs au-delà des fameux 21 jours de la guérison des croûtes et où normalement les choses se finissent. Il y a quand même des atteintes digestives, des atteintes oculaires. Il y a un papier qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur des symptômes neurologiques, alors de type épilepsie, etc., dont on ne connaît pas bien, on va dire, la persistance à long terme, puisqu'on n'a que 3 mois de recul sur cette épidémie, en tout cas en Europe. Mais il y a des personnes qui gardent des séquelles après la phase aiguë, disons, et on demande au pouvoir public qu'il puisse y avoir la mise en place d'une ALD spécifique, ou en tout cas d'une ALD 31 ou 32 pour dans des cas très particuliers de personnes qui ont des séquelles dont elles ne se débarrassent pas. Voilà, donc c'est des choses à suivre. Voilà, on a encore beaucoup parlé. Franck tout à l'heure lui a parlé de la douleur, mais ce ne sont pas les seuls symptômes. Vous dites on ne fait pas obligatoirement le diagnostic clinique sur les vésicules. Donc il y a d'autres symptômes. Il y a effectivement de la fièvre, des ganglions, des angines, et tout ce qui a été décrit comme une rareté. Et Franck Barbier a allongé la liste avec effectivement des cas exceptionnels d'atteinte oculaire et de choses comme ça qu'il faut savoir. Mais bon, ça, c'est ce qu'on voit en hospitalisation. Et puis, tout ce qui concerne la surinfection, parce que c'est des gens qui ont des lésions qui sont souvent des lésions de grattage. Et ces angines, par exemple, on en a eu 2, où vous savez, des gens qui n'arrivaient plus du tout à avaler, on n'arrivait même pas à passer l'endoscope. Donc, voilà, on se méfie aussi du côté, je dirais, très pléiomorphe de cette maladie qui est, je le dis, nouvelle, parce qu'elle est nouvelle dans cette forme-là. Mais c'est vrai qu'il y a quasiment toujours une lésion cutanée et une lésion muqueuse. Une dernière question par rapport à ça. Tout à l'heure, j'ai entendu 28 jours les vésicules. Franck vient de parler de 21 jours. Est-ce qu'on a une idée quand même du délai pendant lequel les personnes restent contagieuses à partir du début des symptômes? Les recommandations, c'est 21 jours. C'est pour ça que Franck 21 jours. 21 jours. Là, je vous montrer un cas où les gens peuvent avoir des lésions, et ça rejoint ce qui a été dit, notamment avec une des associations. Il y a des associations de malades du monkeypox qui se sont créées. Effectivement, alors je ne sais pas si on veut parler de séquelles, mais on peut parler de formes durables. Pas forcément d'ailleurs, peut-être que Stéphane veut rajouter quelque chose avec une expression virale, mais en tout cas avec une expression inflammatoire, parce que c'est une maladie très inflammatoire. À la Pitié, ils ont fait des biopsies sur certains patients. Et ce qu'il faut rappeler, celui que je vous ai montré, très inflammatoire. La contagiosité des croûtes, il faut, voilà, pour l'entourage. Normalement, effectivement, c'est une éviction de contact, évidemment de ne pas avoir de relations sexuelles, mais aussi de se méfier par la transmission par le linge, par les objets, c'est-à-dire les boîtes dans lesquelles on met les seringues. Donc, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui... Ah oui, d'accord. Avec les déchets, les déchets hautement contaminants. Bien sûr. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur ce qui est symptômes, et puis on va passer au traitement Stéphane ou Catherine? Oui, je veux bien compléter du coup ce que disait Gilles. Effectivement, classiquement, il faut considérer qu'on est contagieux de l'apparition des signes jusqu'à la chute complète des croûtes. Puisqu'il y a bien démontré. C'est ça. D'accord. Qu'on retrouve une peau lisse, si j'ose dire. Enfin. Catherine?
Non, j'ai rien à rajouter. Vous avez parlé des animaux déjà tout à l'heure. Oui, les animaux sont un réservoir, donc on ne sait pas ce que ça peut faire. Il faut les éloigner d'une personne malade. Et puis, il faut que l'entourage prenne des mesures de prévention quand il y a une personne malade dans le foyer. C'est-à-dire, normalement, ça se contamine par contact, on l'a vu. Donc, éviter les contacts, mais aussi, ça peut être des gouttelettes. Et donc, il faut mettre un masque pour ne pas être contaminé. Et quand on est dans l'entourage, il se trouve qu'il y a des personnes qui voudraient se faire vacciner. Et selon les recommandations de la HAS aujourd'hui, si elles sont cas contact, elles peuvent se faire vacciner. Maintenant, si elles se sentent en danger, elles ne sont pas forcément vaccinées parce que la cible de la vaccination correspond à une typologie avec des personnes à risque bien précise. Et donc, c'est ça aussi qui pose problème parce que nous avons dans nos associations des personnes immunodéprimées qui ont d'autres maladies. Et si elles sont en contact avec une personne qui est malade, c'est dangereux pour elles. Donc, je dirais qu'il faudrait un peu élargir la cible de la vaccination pour éviter de contaminer les plus fragiles. Parce que c'est bien ceux-là qui risquent de développer plus la maladie, mais surtout risquent plus que les autres personnes. Alors, ceux qui sont déjà vaccinés, ma génération, par exemple, moi j'ai été vaccinée. Est-ce qu'il faut se revacciner? Des protections croisées. Mais également, des études ont étudié justement les sérums à la recherche d'anticorps chez des patients qui ont été vaccinés à la fin des années 70 et on détectait des anticorps que chez 70% de ces personnes-là. Et parmi ces 70% de personnes, quand on étudiait la fonction des anticorps et la capacité des anticorps à neutraliser le virus, là, on pouvait tomber avec la moitié de ces personnes-là étaient capables de neutraliser. Donc, il y a une petite question sur la protection vis-à-vis de l'acquisition de la maladie. Mais derrière, là, encore une fois, comme en prenant un peu l'exemple avec le Covid, on regarde uniquement les anticorps, et il faut aussi aller regarder du côté de l'immunité cellulaire. Peut-être que là, il y a une protection qui peut jouer davantage, mais encore, c'est des données, je pense que c'est un ancien virus, mais avec une nouvelle présentation clinique, et sur lequel, malheureusement, on manque encore d'informations, et il est important de pouvoir continuer la recherche pour essayer de mieux caractériser. Franck ? Oui, alors pour les personnes pour qui la vaccination est recommandée, c'est assez simple en fait. C'est-à-dire celles qui ont été vaccinées contre la variole humaine dans l'enfance, qui ont eu donc une cicatrice gaufrée en général sur le haut du bras, c'est une dose de vaccin, là le vaccin actuel. Pour la plupart des gens, c'est 2 doses, et pour les personnes immunodéprimées, c'est 3 doses. Donc en fait, c'est le nombre de doses qui est adapté en fonction de voilà, sur des critères immunologiques, etc., de rappel, voilà. Donc, pour ta réponse, Claude, c'est une dose, normalement, Alors, moi, si tu es par ailleurs indiqué pour la vaccination. Je ne parle pas pour la population générale. Fred, donc, on passe au traitement, peut-être? Au traitement, oui, c'est ça. Non, juste une petite parenthèse, savoir si le médecin, vous avez dit, professeur Pialou, que c'était une affection qui était peu connue dans le milieu. Est-ce que les médecins généralistes sont habilités à reconnaître assez facilement cette pathologie, avec toutes les diversités de présentation? C'est une très bonne question, et là, on est tous sur le même plaidoyer, c'est qu'il faut que la médecine générale se saisisse de ça, parce que c'est eux qui vont voir les patients, dans la mesure où c'est une pathologie essentiellement bénigne, et que nous, on ne voit que les formes graves. Donc, s'il y a une diffusion, notamment en dehors des personnes cibles dont on a parlé tout à l'heure, notamment pour la vaccination, c'est la médecine de ville qui va le voir. Après, il faut les former. Il faut les former au diagnostic. Moi, j'ai commencé hier soir, mais c'est un travail de fourmi. Mais il y a une recommandation qui vient d'être faite, auquel certains d'entre nous ont participé. Un document qui a été édité sur le site de la HAS. Vous tapez sur le site de la HAS Monkeypox et vous avez toutes les recommandations, les symptômes, la conduite à tenir, la prévention. C'est très bien fait au niveau de ce document, en effet. Merci. Alors, vas-y pour les traitements, Frédéric. Non, Franck. Oui, je voulais, pour les médecins de ville, à mon avis, il faut croiser des signes cliniques évocateurs, c'est-à-dire le bouton, angine, ganglion, fièvre, etc., mais qui peuvent se rapporter à d'autres maladies, avec un élément très important, puisque quand même l'épidémie est très concentrée chez les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes multipartenaires. Donc, si vous croisez des boutons et ou un ganglion et ou de la fièvre, plus votre patient est HSH multipartenaire, ça doit faire tilt. Et à ce moment-là, il faut faire un diagnostic biologique, orienté vers un infectiologue ou pour une confirmation.
Mais c'est sûr que si vous voyez un bouton, alors à moins que vous soyez capable de déterminer si c'est un bouton de moustique, un bouton de chaleur, un bouton de je sais pas quoi, ça me paraît très difficile. Même un ganglion ou de la fièvre, c'est quand même des symptômes qui peuvent être sur plein de maladies. Je parle vraiment pour les médecins généralistes, hein. Je pense que le critère principal, c'est de connaître son patient, savoir s'il est gai. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas inutile parce qu'il y a quand même des vaccinations qui sont recommandées. Je pense à l'hépatite A, l'hépatite B, le papillomavirus, etc. Donc, je pense que le dialogue entre le médecin et le patient sur sa vie sexuelle, c'est un élément crucial pour faire des diagnostics et un bon accompagnement de sa patientèle. Mais c'est une autre affaire. Comment on discute, comment le médecin parle de ça à son patient, comment le patient le dit à son médecin. On rentre dans une affaire de formation culturelle, enfin, qui rebute beaucoup d'autres choses que le monkeypox. Frédéric, à toi. Non, juste. D'abord, c'est bien d'avoir. Vous avez utilisé un mot qui est à double sens sur la déclaration de la maladie, mais c'est une maladie à déclaration obligatoire. C'est important parce que si on veut arriver à la suivre, donc ça c'est un détail. Qu'effectivement, il y a toute la recommandation d'isolement, on en a parlé. Il y a tout ce qui concerne les soins locaux. Donc, nous, on a eu, comme tous, on a une ordonnance toute faite qui permet à la fois de laver, désinfecter, protéger du soleil, mettre de l'actylocaïne visqueuse pour la douleur, etc., avec des antipyrétiques, des antidouleurs, des antigratouilles. Et en fait, on fait une téléconsultation puisque les gens restent à 21 jours normalement en isolement. Et puis, il y a des traitements antiviraux. Enfin, il y a des traitements antiviraux. Il y a essentiellement un traitement antiviral, le tecovirimat, qui est un médicament qui est aussi dans le domaine du secret défense, enfin, du domaine militaire, et dont l'indication est réservée aux personnes qui ont soit un terrain, donc on rejoint le débat sur l'immunisation tout à l'heure, soit qui ont des facteurs de risque, donc une liste de facteurs de risque de formes graves, ou qui ont des formes extrêmement algiques et hospitalisées. Voilà, nous on l'a peu prescrit et c'est très compliqué à prescrire parce qu'il faut passer par l'ARS, il y a tout un segment pour libérer ce médicament qui fait partie du stock d'État. Est-ce que vous pouvez répéter, Gilles, l'antiviral que vous avez nommé tout à l'heure? On l'a mal entendu. Alors, c'est TECO, T-E-C-O, Virimat, V-I-R-I-M-A-T. C'est un petit laboratoire qui fait ça, qui s'appelle SIGA. Accessible par les généralistes aussi. D'autres antiviraux qui avaient été posés, mais qui sont quasiment pas prescrits. Enfin, quand on regarde dans le papier du New England, il y en a, je crois. Hein. C'est pour les formes graves. De toute façon, Gilles l'a dit. Les formes graves, elles sont à l'hôpital. Normalement, c'est prescription hospitalière, je pense. Et il y a des projets d'essais cliniques aussi pour les formes plus légères. Gilles pourrait en parler. Oui, que la NRS est en train de monter. Donc, un projet effectivement thérapeutique dans des formes un peu en amont de ce qu'on voit en hospitalisation. Le projet débute là actuellement. Oui, c'est toujours la même question, hein. Quand on donne un médicament, ce qui compte, c'est le rapport bénéfice-risque. C'est quand même un médicament qu'on ne connaît pas bien. Donc, il se justifie dans des formes sévères. Mais pourquoi donner un antiviral dans une forme légère à quelqu'un qui va se guérir spontanément dans la plupart des cas, avec un médicament dont on ne connaît pas très très bien tous les effets indésirables, ce serait pas raisonnable non plus. Donc, c'est normal que la NRS et que les études se poursuivent. Oui, alors qu'est-ce que c'est une forme sévère? Quel est le stade? Qu'est-ce qui définit une forme sévère? Les formes sévères, en fait, c'est tous les motifs d'hospitalisation. Et comme je vous l'ai dit, il y avait une enquête du COREB qui avait été faite. Une fièvre très élevée dans l'expérience. Non, c'est vraiment de la clinique. Hein. C'est donc des manifestations qui sont des atteintes digestives très douloureuses, des atteintes oculaires, on l'a dit, la kératite. Il y a eu des cas de myocardite, il y a eu des suspicions d'atteinte du système nerveux central et les 2 décès espagnols, il y en a un pour lequel effectivement il y en a un tableau d'encéphalite. Il y a aussi le terrain qui fait que vous pouvez avoir, en l'occurrence, je pense à un greffé rénal qui avait une forme avec plus de 200 lésions qui a été hospitalisé. Voilà, ça peut être soit par le terrain, soit par la surinfection, soit par les manifestations qui sont atypiques et dont on a parlé tout à l'heure. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Mais ce n'est pas scellé dans le marbre. Hein. On apprend au fur et à mesure. Ouais. Catherine, je crois que tu avais levé la main tout à l'heure.
Oui, je rejoins Franck. Effectivement, un médicament dont on ne connaît pas l'évaluation, c'est difficile, sans essai clinique, de le donner à plus de monde. Il n'y a pas d'indication pour l'instant à le donner sur les formes légères. Il y a juste des essais cliniques qui sont quand même randomisés et qui, à mon avis, prouveront l'efficacité ou ne prouveront pas l'efficacité. C'est tout l'enjeu de la recherche. Je peux rajouter une petite anecdote parce que ça sert comment dirais-je, à éviter les fake news. C'est que le papier qui a sorti l'efficacité du tecovirimat n'était évidemment pas sur le monkeypox, mais sur la variole classique. Et l'AMM européenne a été donnée en janvier 2022. L'AMM L'autorisation de mise sur le marché, excusez-moi, européenne a été donnée en janvier 2022, c'est-à-dire bien avant l'apparition des premiers cas de monkeypox. Alors voilà. C'est le genre d'informations qui peuvent toujours dire ah bah oui, mais alors comment ça se fait qu'ils sortent un médicament alors que la maladie arrive juste après. Bon voilà, ça s'appelle une coïncidence. D'accord. Donc, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait très peu de décès, voilà, mais en revanche, si je vous entends, il y a des formes sévères qui sont quand même ce que vous avez décrit. Il peut y avoir des complications importantes, outre les maladies plus longues, quoi, comme les Covid longs. Donc, c'est quoi la proportion? En réalité, la plupart des gens guérissent, mais la sévérité, elle peut être effectivement accompagnée d'une polypathologie, hein, bien entendu. Mais en gros, si j'entends bien ce que vous dites, la plupart des gens… Enfin, il y a des formes intermédiaires. On peut pas dire c'est totalement bénin ou c'est totalement… Voilà, il y a des gens qui ont quand même des douleurs, mais qui sont insupportables. C'est très subjectif. Cet été, on a eu quand même beaucoup de témoignages et c'est pour ça que c'est créé aussi ce collectif Monkeypox par rapport à la prise en charge de la douleur. C'est vrai que la prescription, il y a quand même une réticence parfois à la prescription de morphinique ou de tramadol pour crainte de mésusage, de détournement, etc. C'est pour ça qu'on avait demandé cette recommandation et il n'y a pas besoin d'aller à l'hôpital pour se voir prescrire ce genre de médicaments normalement, mais il peut y avoir une certaine réticence et rétention. En tout cas, c'est ce que témoignaient un certain nombre de gens, pas tous, mais cet été. Frédéric ? Oui, on imagine qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir si les personnes qui ont été atteintes, qui en sont guéries, ont un statut immunitaire suffisant pour ne pas être vaccinées ou ont-ils besoin quand même d'être vaccinés à l'issue de leur guérison? On n'a pas la réponse. Ouais, je crois qu'on n'a pas la réponse. Je pense qu'on n'a pas. Stéphane peut-être peut compléter, mais je crois qu'on n'a pas la réponse sur la qualité. On n'a pas le recul suffisant pour savoir quelle est la qualité de la réponse immunitaire induite par la maladie. Est-ce qu'elle protège des réinfections? Voilà, on a tous une ou deux histoires, mais pas plus, de deuxième série de monkeypox. Donc pour l'instant, on est en train de comprendre comment ça fonctionne. Moi, en tout cas, je ne peux rien dire de la qualité de la réponse immunitaire induite par l'infection. Et naïvement, le fait que ce soit une variole, donc on connaisse quand même la variole depuis 2 siècles à peu près, voire même plus, est-ce que ça n'a pas un intérêt dans le virus de la variole, il est tout près dans la phylogénie des virus. Je parle à la place du virologue. Il est tout près de la vaccine, justement, précisément, qui est utilisée comme modèle pour le vaccin. Donc, oui, qu'on pense le virologue. Franck, on va d'abord demander au virologue sa science sur la question. Pour en revenir sur la vaccination post-infection, pour l'instant, il n'y a aucune indication et aucun groupement d'experts qui a statué pour. On pourrait quand même s'attendre, théoriquement, c'est toujours à nuancer parce que on peut jamais répondre à 100%, c'est ça, mais théoriquement, faisant partie de la famille des poxvirus, qu'une seule infection doit être immunisante potentiellement à vie. Mais après, à confirmer dans le cadre du monkeypox. D'autant que là, le vaccin qui est utilisé, c'est un vaccin normalement contre la variole humaine et pas contre la variole du singe. Donc il peut peut-être y avoir quelques échappements. Mais je pense qu'on peut raisonnablement penser qu'une personne infectée là maintenant ne court pas les risques dans l'année ou dans les mois qui viennent de se faire réinfecter. Et il n'y a pas d'indication à la vaccination pour ça. Après, le côté qu'il soit de la même famille et assez rapproché de la variole, l'impact que ça peut avoir. En fait, là, on voit bien ce qui se passe en éliminant la variole, en éradiquant la variole humaine. On laisse la place à d'autres virus dans des réservoirs animaux. Comme l'immunité, en gros, de la population humaine diminue vis-à-vis de la variole, on laisse l'opportunité à un autre virus apparenté de pouvoir venir s'implanter. Si on n'avait pas éliminé la variole,
potentiellement, le monkeypox, on n'aurait jamais vu ce problème-là, puisque les gens auraient été infectés avec la variole humaine et on aurait une protection contre le monkey. Ouais, mais ça ferait appel à une autre écologie, l'écologie aussi des territoires, des animaux, etc., qui est bien plus complexe que la formation des médecins aussi. Franck? Oui, sur le côté l'infection elle-même est plus immunisante, à part le tétanos, m'a-t-il dit. Alors bon, je suis pas spécialiste, mais voilà, est immunisante. De toute façon, la première dose d'injection sert à cette protection, 42 jours après l'injection. La deuxième dose a ancré, on va dire, l'immunité dans le temps. Mais même avec 2 doses, après 2 ans, il semble que les anticorps neutralisants commencent à baisser un petit peu. Donc, si cette maladie devait s'installer ou si on veut prévenir, si on veut vraiment que les gens soient immunisés pour leur vie entière, peut-être faudra-t-il envisager même une 3e dose à un moment. Alors, c'est pas la priorité du moment. D'ailleurs, même la 2e dose a été reculée cet été, ce qui a posé un certain nombre de problèmes. Enfin, les rendez-vous de 2e dose ont été reculés pour vacciner le maximum de personnes en première dose, pour bloquer l'épidémie. Le but était de bloquer l'épidémie. Maintenant, il y a moins de tension sur les rendez-vous de vaccination, donc il faut reprendre la 2e dose. Il faut pas trop tarder. On attend un avis de la HAS là d'ici quelques jours pour dire jusqu'à combien de temps on peut attendre, parce que normalement on doit faire une première dose, 28 jours après une 2e dose. Mais comme des rendez-vous de 2e dose ont été reculés, on veut que la HAS nous dise jusqu'à quand on peut attendre sans que ça, on va dire, gêne la bonne processus d'immunisation. Voilà, donc on attend un avis de la HAS d'ici quelques jours qui va nous répondre à 2 questions. Premièrement, combien de jours on peut attendre après 28 jours pour faire la 2e dose, le retard acceptable. Et deuxièmement, est-ce qu'on va pouvoir passer à des injections intradermiques, c'est-à-dire ça permettrait de faire 5 fois plus de vaccination avec le même stock de doses de vaccin. Mais bon, c'est une question un peu technique sur la façon d'injecter le vaccin. Entre sous-cutané et intradermique. Voilà, on attend cet avis de la HAS. On a quand même un public concerné et averti, donc c'est pas complètement absent. Plus atténué que le vaccin initial qui était utilisé pour immuniser la population contre la variole humaine. Et donc effectivement, sur ça, il va falloir avoir des études. Et c'est vrai que les premiers papiers qui ont l'air de sortir peuvent montrer une certaine limite à la réponse immunitaire liée à ce vaccin contre le monkeypox. Catherine? Oui, puis aussi, il y a une vaccination possible en post-exposition. Il me semble important de le dire, c'est-à-dire si on a contracté ou été en contact avec une personne infectée par le monkeypox, on peut se faire vacciner entre 4 jours et jusqu'à 14 jours après le contact. Et là, c'est des personnes qui sont prioritaires pour la vaccination. Donc, c'est important de le diffuser parce que n'importe qui peut être au contact d'une personne malade. Et c'est important à ce moment-là de se faire vacciner. Comment se faire vacciner? C'est comme dans le VIH, on a le traitement d'urgence, c'est un peu pareil, on a été exposé à un risque, et ben voilà, on fait une vaccination pour éviter que le virus s'installe. C'est exactement à la pharmacie, chez le médecin, où va-t-on? Pour l'instant, on est dans une phase d'extension, je crois que c'était d'ailleurs dans les questions du chat, on est dans une phase d'extension des centres de vaccination. Il y a des centres de vaccination, en tout cas à Paris, il y en a au moins un. Il y a les centres hospitaliers qui vaccinent et qui sont accessibles sur Doctolib, donc c'est assez facile. Nous, par exemple, on a 50% sur Doctolib et 50% pour vacciner notre propre population. Tous les centres hospitaliers publics vaccinent? Enfin, partout où il y a des services de maladies infectieuses, il me semble qu'effectivement, ils vaccinent. En tout cas en Île-de-France, et je pense au niveau national. Et puis, il y a surtout, le ministre s'est engagé en 2 temps, Franck a peut-être plus d'informations, à faire un test sur les pharmacies. Les structures qui accueillent les personnes pour faire de la prévention et les traitements de maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est important. Et si vous ne connaissez pas votre Cégide, vous pouvez demander au planning familial aussi de vous orienter. Et après, il y a effectivement une expérimentation en pharmacie, mais ils prennent des pharmacies les plus proches possibles des centres hospitaliers pour une raison de conservation des vaccins. Parce que justement, il est congelé, il est fragile, et une fois décongelé, donc il y a un temps limité pour l'utiliser. Oui, 2 semaines, c'est assez confortable. Ça. Franck?
Je crois que même on va passer à 8 semaines parce que la NSM a fait des études sur la conservation. Donc ça va permettre plus de souplesse. Alors si vous voulez savoir où sont les centres de vaccination, vous allez sur santé.fr. Il y a un pavé Monkeypox, vous avez la carte et donc il y a des CGIT, il y a des centres de santé sexuelle, il y a des services d'infectiologie. Et en effet, comme l'a dit Gilles, il y a un certain nombre de pharmacies. C'était un truc que demandait Ed d'ailleurs cet été. Alors il y a eu 5 pharmacies. Il y en a 2 actuellement en Ile-de-France, une à Paris, à Oberkampf et l'autre dans le Marais. Il y a d'autres, il y a Fréjus, Marseille, Lille qui a beaucoup vacciné. D'ailleurs, beaucoup de Belges, 25% des vaccinations dans les régions de France, ce sont des Belges, parce qu'il faut savoir qu'il y a des pays qui n'ont pas accès à la vaccination. Enfin, ça vient juste d'arriver. La Suisse, c'est pareil, il n'y a pas de vaccination. Ils ont commandé des doses, mais c'est pas encore en place. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent se faire vacciner en France. Nous, ce qu'on a demandé au ministre, c'est que maintenant, voilà, il y a à peu près 250 points de vaccination en France, ceux qu'on a cités. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller vers les populations, ce qu'on appelle l'outreach, faire de l'aller vers, parce que il y a des travailleuses et des travailleurs du sexe qui sont pas en contact avec le système de soins. Il faut aller les chercher là où elles sont, au bois de Boulogne, au bois de Vincennes. Bon, je parle pour Paris ou ailleurs. Il faut des risques que les autres. Et c'est ce qu'on appelle l'outreach. Et là, il faut monter des projets avec les ARS, les soignants, les associations pour aller là où vivent les gens. Gilles ? Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Catherine Séménin, qui est très juste, c'est que effectivement, non seulement les personnes contacts sont très invitées à se faire vacciner, et l'expression c'est au mieux dans les 4 jours, évidemment on ne va pas les virer si c'est 12 jours, et ça c'est la première chose. Deuxièmement, les critères qui sont, voilà, le fait d'être HSH, multipartenaire, le terme exact, c'est une personne en situation de prostitution, etc., plus les sujets contacts, c'est évidemment, je le dis parce que là on est avec des représentants de l'usager, c'est des critères qu'on ne vérifie pas. Vous voyez ce que je veux dire? On ne demande pas aux gens un certificat comme quoi ils ont eu 2 partenaires. Voilà. Donc je pense que la vaccination est finalement globalement assez ouverte. Si vous voyez entre les lignes, je pense qu'elle est assez ouverte et une personne qui s'estime contact, elle va se faire vacciner, a fortiori si elle a un facteur de risque. Est-ce qu'il y a des personnes, vous avez parlé, tout à l'heure Franck a parlé des gays, des travailleurs du sexe, est-ce qu'il y a d'autres populations qui sont plus exposées au risque de oui, alors il y a d'autres populations, les personnels qui travaillent dans les établissements de convivialité, comme on dit de manière très pudique. Il y a aussi, alors c'est posé aussi la question des soignants. Je sais pas ce qu'en pense Gilles. Au Canada, il y a eu une bataille entre les pouvoirs publics canadiens et des médecins canadiens qui sont montés au créneau très fort pour demander la vaccination. En France, on a considéré que les mesures d'hygiène et de protection standard, lunettes, masques, etc., permettaient aux soignants de se protéger. Je ne sais pas d'ailleurs quel est le taux d'incidence chez les soignants en contact avec les populations. Je ne sais pas si Gilles a cette info ou des témoignages, lui, de ses collègues autour. Mais il n'y a pas de recommandation pour les soignants. Nous, à Aide, on se posait aussi la question. Là, j'espère juste que ce qu'il dit lui et ce qu'il fait lui dans sa pratique, c'est la chose la mieux partagée parmi tous les vaccinateurs et les vaccinatrices en France. Ce dont je ne suis pas totalement sûr, mais j'ai quand même tendance à le penser. Je ne sais pas ce qu'il en pense non plus. Catherine ? Oui, mais j'essaye d'évangéliser sur cette question qui est que le but c'est de protéger le maximum de gens. J'en profite juste pour rajouter l'histoire des soignants. Parce que effectivement, quand on était au mois d'août à 25 000 cas mondiaux, il y avait de 350 à peu près, j'ai 339 cas de soignants. Donc effectivement, il y a eu des soignants contaminés qui probablement n'ont pas respecté les règles dont on a parlé tout à l'heure. Et il y a un certain nombre de soignants, voilà, notamment dans les centres communautaires, alors c'est peut-être à la fois pour leur vie privée et pour leur travail, qui ont choisi de se faire vacciner. Tout ça, vaccin très bien toléré. Si je peux compléter, Claude ? Oui, vas-y. Oui, en effet, moi j'avais demandé aussi au ministre notamment une attention particulière pour les chirurgiens dentistes, comme il y a des lésions dans la bouche et qu'ils utilisent des instruments rotatifs à 300 000 tours minute avec un spray d'eau qui fait un aérosol et que ça se transmet par gouttelette, eh bien de les protéger un peu plus et peut-être de les faire vacciner. Je n'ai pas eu l'écho que je pensais avoir. Voilà. Et après, j'ai un autre point, c'est-à-dire je rejoins... Et quelle était la réponse du ministre ? Alors, il n'y en a pas. C'est Jérôme Salomon qui m'a mis la réponse dans le chat en disant que les professionnels de santé avaient toutes les recommandations pour se protéger. Et là, je pense qu'il y a une surexposition
des chirurgiens dentistes, comme elle l'a été pendant la Covid. Il y a eu tous les chirurgiens dentistes qui ont été contaminés par la Covid. Et tous les cabinets dentaires ont tous fermé, à part d'avoir le tube Décathlon fermé, je ne vois pas comment ils pouvaient vivre de français. Et là, aujourd'hui, on fait d'habitants en France. Je vais nuancer. Et là, aujourd'hui, eh bien, il faut la surestimer, à mon avis, il faut augmenter la cible. Et ensuite, les personnes qui sont à risque sont toutes les personnes qui vont en fait avec des travailleurs du sexe. Parce que les travailleurs du sexe sont particulièrement exposés, que ce soit les hommes, et il y a aussi aujourd'hui des femmes. Donc tous ceux qui vont avec ces pratiques s'exposent à des risques majeurs, effectivement. Voilà. Donc il faut aussi font partie peut-être des potentiels cas contacts à vacciner au cas où. Il y a un petit bruit de fond. Est-ce que tu as une dernière question, Fred? Oui, oui. Juste, il y a un petit bruit de fond. Oui, je ne sais pas, et je t'entendais très mal, Catherine. Oui, c'est pour ça, il y a quelqu'un qui a une cour de récréation dans son dos. C'est pas moi. Moi, j'ai les petits oiseaux. Ouais. Alors, juste la dernière question, c'est la prévention. Est-ce que, à part la vaccination, il y a une chimie, des médicaments particuliers pour la prévention? Alors, vous avez cité, Franck, vous avez cité aussi tous les moyens de prévention avec les préservatifs. Et apparemment, c'est pas suffisant. Mais certes, c'est pas suffisant, mais en tout cas, l'éloignement, l'éviction des contacts, etc. Mais si on a été en contact, est-ce qu'il y a, à part la vaccination, une chimie à opérer? Alors, quelles sont les meilleures protections possibles? Vous avez vu que le premier cas en Chine a donné lieu à une communication du plus haut responsable de la santé en Chine qui a conseillé de n'avoir aucun contact de peau à peau avec un étranger. Est-ce que c'est suffisant? Surtout avec un étranger. Ça nous rappelle des mauvais souvenirs. Oui. 40 ans d'âge. Non, juste un mot que Franck a dit, mais qu'il faut vraiment, et franchement, il faut tirer les leçons du sida, il faut tirer les leçons du Covid. On s'en sortira, on le sait déjà, que par la prévention combinée. C'est-à-dire qu'on a appris depuis le sida et évidemment avec le Covid qu'une personne dépistée n'a pas le même comportement préventif pour les autres qu'une personne qui ne se sait pas positive. Donc ça, c'est d'une banalité déconcertante. C'est pour ça que finalement, je comprends qu'on abandonne le dépistage. Quand je dis dépistage, c'est pas forcément la PCR, c'est le dépistage clinique aussi. Donc c'est cette prévention combinée qui va permettre de serrer cette épidémie. En tout cas, c'est ma position. Oui, Catherine a rappelé tout à l'heure l'importance du masque, la désinfection, et lorsqu'on a… Le masque, c'est FFP2, FFP2 dans les recommandations. FFP2, voilà, c'est très bien de le rappeler. Effectivement, c'est pas aérosol, mais c'est gouttelette. Et dans les recommandations COREB, c'est FFP2. Enfin, en présence d'un sujet positif. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Franck? Oui, alors on appelle ça prévention combinée. Nous, on peut appeler ça aussi la réduction des risques. Les personnes construisent leur stratégie de protection en fonction du niveau de sécurité qu'elles veulent mettre. C'est-à-dire que le masque plus la vaccination pour se protéger du monkeypox, ça peut peut-être se justifier si on est immunodéprimé, si on est une femme enceinte et qu'on fréquente des personnes qui peuvent être exposées au risque, ça peut se comprendre. C'est pas pour la population générale pour se protéger du monkeypox, qu'on s'entende bien. Et voilà, se surveiller, éventuellement réduire son nombre de partenaires, réduire une forme de promiscuité. Bon, chaque option n'est pas en elle-même un absolu, mais on peut combiner l'ensemble des choses et les mettre au niveau de sécurité qu'on veut adopter. Et quand on est contaminé, bien évidemment, faire attention pour les autres avec le masque, etc., et notamment les personnes les plus fragiles, s'isoler. C'est pas toujours facile. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que pour aider les personnes, il faut pas oublier que s'isoler 21 jours, quand on est salarié, qu'on n'a pas de jour de carence, ça peut être facile, même si la maladie est pas facile. Mais pour des personnes qui ont beaucoup de jours de carence, qui ont une pression de l'employeur ou des travailleurs du sexe qui n'ont pas d'indemnité journalière, vous demandez aux gens de s'isoler pendant 21 jours parce qu'elles ont 2 boutons, c'est quand même très compliqué. Ça a été la même problématique rencontrée, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui ne pouvaient pas s'isoler.
Donc, ça, on revit un peu les mêmes choses. Mais j'insiste aussi sur le lavage des mains. On a tendance à l'oublier, mais ça fait partie des gestes barrières et c'est essentiel. Donc, dès qu'on pense avoir un contact, le lavage des mains peut éliminer pas mal de virus sur les mains et c'est un portage non négligeable. Et après, je te rejoins, Franck, le volet social est très important. Il y en a qui sont travailleurs indépendants, ils ont 91 jours pour certains de carence, dont de moins en moins depuis la Covid parce qu'ils se sont rendus compte des difficultés. Mais il y a des tickets services effectivement pour les gens qui n'ont plus de quoi pour se nourrir, pour aller acheter de quoi manger. C'est très important. Stéphane, quelque chose à rajouter à tout ça? Ah non, quelque chose qu'on aurait oublié, qui serait important en virologie ou Mais juste au moins l'ambiance, est-ce que vous êtes plutôt optimiste, malgré les réserves évidemment, mais est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur le déploiement de cette maladie? Oui, je pense qu'on peut être plutôt optimiste, mais en restant vigilant, comme le dit le professeur Gilles Pialou. D'autant qu'en plus, par rapport à certains papiers qui ont sorti, on s'aperçoit que c'est une maladie qui a commencé à évoluer pour mieux s'adapter à l'homme. J'avais notamment vu une question qui parlait que la variole touchait les vaches. Est-ce que c'est pareil pour le monkeypox? C'est vrai que les poxvirus sont quand même des familles qui sont assez généralistes et donc peuvent toucher plusieurs espèces différentes. Et le monkeypox faisait partie de ce type de virus, un peu comme le SARS-CoV-2 au tout début de la pandémie. Et ce qu'on observe au fur et à mesure, c'est une spécialisation du virus sur un autre prédéfini. Et donc là, le monkeypox, avec l'épidémie actuelle, on observe quand même une certaine spécialisation du virus envers l'homme. Et donc, ça pourrait aussi questionner une sorte d'endémicité qui pourrait se créer de ce virus au sein de la population générale. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, Gilles, Catherine, Franck? Non? Non, juste un petit message, c'est quand les choses s'améliorent que tout le monde relâche la pression et c'est pour ça qu'on n'en finit jamais avec les épidémies. Alors, sauf pour la variole, justement. Donc, psychologiquement, c'est bien, tout ça est intéressant, il y a des efforts, il y a tout un tas de choses, mais si on relâche, il n'y a pas de raison que ça résurge pas et que, voilà, donc il faut... et heureusement, le ministre l'a dit, on espère que ça va être tenu. Il faut que dans les 6 prochains mois, on fasse tout pour éradiquer cette maladie du sol, on va dire de l'Europe dans cette forme actuelle. Et puis peut-être qu'on pense aussi aux Africains qui, eux, la vivent depuis 50 ans et pour qui pas grand-chose a été fait. Et peut-être qu'on pourrait aussi envoyer des vaccins et faire des choses pour essayer de les alléger de la pression de cette maladie qui touche d'ailleurs aussi pas mal de personnes avec le VIH ou qui ont un statut nutritionnel assez difficile. C'est peut-être pour ça qu'il y a plus de morts. Donc, voilà ce qu'on pourrait faire. Et peut-être ne pas stigmatiser de communauté, peut-être? Tu voulais dire quelque chose, Catherine? Oui, juste, on a de la chance. On a de la chance sur cette épidémie parce qu'il y avait des stocks d'État classés secret défense de vaccins. On a de la chance parce qu'on a aussi un traitement pour les cas graves. Mais les autres pays à côté n'ont pas cette chance. Et l'Europe a acheté massivement, fait passer des commandes avec le système MERA qui a été mis en place au niveau européen pour l'achat de vaccins. Et la France n'est pas passée par ce dispositif parce qu'elle avait des vaccins et des commandes en cours. Mais c'est une chance d'avoir ce dispositif européen pour que les pays déjà européens puissent accéder à la vaccination. Alors, les pays limitrophes ont profité de nos vaccins, et tant mieux, hein, parce que plus on vaccine de gens, il n'y a pas de frontières pour les virus, hein, faut bien quand même se dire ça. Mais je pense qu'effectivement, il faut rester prudent, parce qu'on ne sait jamais comment un virus peut évoluer et comment vacciner, d'adhérer au dispositif de prévention un maximum de personnes concernées. Et ça, on peut se féliciter de ça. Et l'expérience Covid a servi énormément. Merci, Catherine. Gilles, peut-être le mot de la fin? 2 petits mots, non, pas de la fin, mais de ma fin à moi. De la fin de la session, évidemment. Non, je veux dire la fin de mon... On vous entend mal, là, tout d'un coup. Ah bon? Là, vous m'entendez mal? Le micro, je pense que la batterie des écouteurs s'affaiblit. Alors, peut-être parler sans... Là, vous m'entendez? Ça va, vous entendez pas. Ça va. Je vais être très court. Hein. La chose que je voulais dire, c'est que quand même, pour un infectiologue à cheveux blancs, on hallucine de voir ces infections qui arrivent. On n'entend plus la... Rapprochez quand même les micros de votre... On ne sait jamais. Non.
Non, on ne vous entend plus là. Il faut reconfigurer. Voilà, ça devrait le faire. Est-ce que vous m'entendez là? Oui, ça y est, c'est parfait. Ouais. Très bien. Donc, ce que je voulais dire, c'est que en infectiologie à blanc, on hallucine de voir quand même ces zoonoses se succéder. On n'a pas fini du Covid, qu'on est déjà dans le monkeypox. Bon. Et la bonne nouvelle, c'est que l'exécutif a créé alors je ne sais pas ce qu'ils vont faire comme travail, mais un groupe justement axé sur les maladies émergentes et notamment sur l'aspect One Health, donc c'est-à-dire santé vétérinaire, santé environnementale, santé humaine. J'ai cru comprendre qu'ils avaient un problème pour constituer le groupe et trouver, mais vous devez être plus au courant que moi, un représentant d'usagers. Mais je trouve que c'est très bien que le One Health soit hissé au plus haut niveau de l'État. C'est la première remarque. Et la deuxième, c'est que toutes ces infections qui arrivent pèsent beaucoup sur l'hôpital public parce que par définition, elles ont été mises à l'hôpital public, même si ça s'arrangeait. Et qu'effectivement, comme vous le savez, on a besoin de votre soutien pour la défense de l'hôpital public. Voilà, c'est un petit message. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour le savoir, de moi pour le savoir. Il est passé, il est passé. Bon, merci beaucoup. Je rappelle que Gilles, vous êtes auteur de 2 ouvrages. Un ouvrage c'est très gentil, ça, c'est très gentil. Hein. qui apparaît en Bretagne actuellement, ne sera pas généralisé dans toute la France. Hein, donc, voilà, et que nous restons optimistes évidemment. Et nous vous rappelons que nous aurons ce webinaire va être mis en ligne sur le site de France Asso Santé, donc un replay dès demain, je pense. Enfin, je ne sais pas, c'est Frédéric. Voilà. Donc, merci à tous les connectés qui sont restés au-delà de leurs limites. Merci à nos experts qui nous ont consacré beaucoup de temps. Merci Catherine, Franck, Gilles et Stéphane. Et peut-être à une prochaine fois. Et à bientôt. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à nos experts. C'était un plaisir. Merci à vous.